Une jeune fille de 12 ans trouve un bébé abandonné dans la forêt. Avec sa mère mourante, elle risque tout pour ramener l'enfant à sa riche famille, découvrant que parfois, le plus grand courage vient de ceux qui ont le moins à perdre. Ada avançait prudemment à travers la forêt, ses petites mains déjà tachées de vert par les herbes qu'elle avait cueillies tout l'après-midi. À 12 ans, elle connaissait ces bois comme sa poche. Chaque sentier, chaque arbre portant les meilleurs fruits, chaque endroit où poussaient abondamment les plantes médicinales dont sa mère avait besoin. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et roses qui filtraient à travers la canopée. Ada aurait dû rentrer chez elle à ce moment-là, mais il lui fallait encore quelques tiges de feuilles amères. Sa mère avait encore toussé la nuit précédente, une toux profonde et rauque qui serrait la poitrine d'Ada d'inquiétude. « Encore un peu », murmura-t-elle, s'enfonçant plus loin dans la forêt qu'elle ne le faisait habituellement. C'est alors qu'elle l'entendit. Un son si faible qu'elle faillit ne pas le remarquer. Un cri doux et désespéré venant de devant elle. Ada se figea, le cœur battant. Les animaux ne pleuraient pas ainsi. On aurait dit un bébé. Elle avança prudemment, suivant le son, jusqu'à atteindre une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Là, sous un vieil arbre, enveloppé d'un simple tissu sale et fin, se trouvait un tout petit bébé. L'enfant était si petit, si fragile, qu'Ada retint son souffle. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, lâchant son panier d'herbes pour se précipiter vers lui. Le bébé tremblait, ses petits poings pressés contre son visage. En s'agenouillant à ses côtés, Ada remarqua quelque chose qui brillait dans une de ses petites mains, une médaille dorée, différente de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Elle était lourde, semblait coûteuse, ornée d'un lion et d'un bouclier gravé à sa surface. « Qui t'a laissé ici ?» demanda doucement Ada, prenant délicatement le bébé dans ses bras. L'enfant était si léger, si fragile. « Où est ta maman ?» Les yeux du bébé s'ouvrirent, et Ada sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Ses yeux étaient si innocents, si confiants. Cet enfant avait besoin d'elle. Sans réfléchir davantage, Ada enveloppa le bébé plus solidement dans le tissu, glissa la médaille contre sa poitrine et entama le long chemin du retour, oubliant les herbes dans la clairière. « Maman, maman !» Ada fit irruption dans leur petite maison de boue, le bébé toujours blotti dans ses bras. Maman Gauzy leva les yeux de la robe d'Ada qu'elle raccommodait, ses yeux s'écarquillant immédiatement. « Ada, quoi ?» Les mots s'éteignirent dans sa gorge lorsqu'elle vit le paquet dans les bras de sa fille. « Je l'ai trouvé dans la forêt, maman. Il était tout seul, il pleurait. Quelqu'un l'a abandonné là-bas. » La voix d'Ada était urgente, désespérée. « Il est si petit, maman. Il faut l'aider. » Maman Gauzy se leva lentement, le visage pâle. Quelque chose dans son expression fit naître une boule d'angoisse dans l'estomac d'Ada. « Laisse-moi voir », dit sa mère calmement. Ada plaça délicatement le bébé dans les bras de sa mère, et les mains de maman Gauzy se mirent à trembler, non pas à cause de sa maladie cette fois, mais d'autre chose. Ses yeux étaient fixés sur la médaille dorée qui s'était détachée de l'étreinte du bébé. « Non », murmura maman Gauzy si bas qu'Ada l'entendit à peine. « Non, non, non. » « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu connais ce bébé ?» Les mains de maman Gauzy tremblaient alors qu'elle suivait du doigt l'emblème du lion et du bouclier sur la médaille. La couleur avait complètement quitté son visage. « Ada, il faut le ramener. Tout de suite, ce soir. »« Quoi? Maman, non. Il a été abandonné. Quelqu'un l'a jeté comme un déchet. » La voix d'Ada se brisa sous l'émotion. « On ne peut pas le laisser là-bas pour qu'il meure. »« Tu ne comprends pas, » dit maman Gauzy, la voix tendue par la peur. « Cette médaille, ce bébé, Ada, il appartient à la famille Lawson. » Ada fronça les sourcils. Elle avait entendu des murmures au sujet des Lawson dans le village. Ils étaient riches, puissants, craints, mais elle n'avait jamais compris pourquoi on parlait d'eux à voix basse. Alors, s'il est à eux, ne voudront-ils pas le récupérer? Le rire de maman Gauzy était amer, effrayé. Le récupérer? Ada, les Lawson ne sont pas des gens bien. Ils sont dangereux. S'ils découvrent qu'on a leur enfant. Mais maman,
regarde-le. Ada désigna le bébé qui s'était endormi dans les bras de maman Gozi. C'est juste un bébé. Il n'a rien fait de mal. On ne peut pas l'abandonner. On ne l'abandonne pas. On le rend à sa famille. En le jetant dans la forêt. La voix d'Ada monta. Ce n'est pas le rendre. C'est le tuer. Des larmes coulèrent sur les joues d'Ada. Elle ne pouvait expliquer la farouche protection qu'elle avait ressentie dès qu'elle avait vu le bébé. C'était comme si quelque chose s'était éveillé en elle, quelque chose qui lui disait que cet enfant était sous sa responsabilité. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, juste pour ce soir, gardons-le au chaud et nourri, et demain on décidera quoi faire. Maman Gozi regarda le visage baigné de larmes de sa fille, puis le bébé endormi, ses propres yeux remplis de larmes. Ada, tu ne sais pas ce que tu demandes. Les Lawson. Ils ont détruit ma vie une fois. S'ils découvrent. Qu'est-ce que tu veux dire, une fois? Mais maman Gozi s'était déjà détournée, serrant le bébé plus fort. Juste pour ce soir, murmura-t-elle. Mais demain, on trouve un moyen de le rendre à sa famille. Promets-le-moi, Ada. Ada hocha rapidement la tête, un flot de soulagement l'envahissant. Elle s'inquiéterait de demain quand il viendrait. Pour l'instant, elle devait juste garder ce petit en sécurité. Cette nuit-là, Ada se réveilla et trouva sa mère assise près du feu, regardant le bébé endormi avec une expression qu'Ada n'avait jamais vue auparavant. De la douleur, mais aussi autre chose. De la reconnaissance. Maman, ça va? Maman Gozi sursauta légèrement, puis tenta de sourire. Ça va, ma chérie. Je regarde juste le bébé dormir. Ada s'assit à côté de sa mère, étudiant son visage à la lueur du feu. Maman, tu as dit que les Lawson avaient détruit ta vie avant. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pendant un long moment, maman Gozi ne dit rien. Puis, si Bakada dut tendre l'oreille pour entendre, elle commença à parler. J'étais jeune quand j'ai travaillé pour eux. Plus jeune que toi maintenant. Mes parents étaient morts, et j'avais désespérément besoin de travail. Les Lawson cherchaient une domestique, et ils payaient bien. Ada attendit, sentant qu'il y avait plus. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Jacques Lawson. Il n'était pas comme les autres. Il était gentil avec moi. Il me traitait comme une personne, pas comme un simple meuble. Mais sa femme. La voix de maman Gozi se durcit. Elle était cruelle, vindicative. Elle a fait de ma vie un enfer. Que s'est-il passé? Je ne peux pas tout te dire, Ada. Pas encore. Mais j'ai été accusée de quelque chose que je n'ai pas fait. Quelque chose de terrible. Et on m'a chassée. On m'a dit de ne jamais revenir, de ne jamais parler de ce qui s'était passé dans cette maison. Le bébé remua dans son sommeil, et la main de maman Gozi se tendit automatiquement pour caresser sa petite joue. Quand j'ai vu cette médaille, quand j'ai regardé son visage, Ada, je crois savoir qui est cet enfant. Et si j'ai raison, le garder ici est plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. Ada sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui est-il, maman? Je pense qu'il pourrait être le fils de Jacques Lawson. Le fils que sa femme n'a jamais pu lui donner. 3 jours plus tard, Ada revenait du marché lorsqu'elle les vit. 2 hommes en costume coûteux traversaient le village, s'arrêtant pour parler aux gens. Même de loin, elle pouvait voir la tension dans leurs mouvements, la manière dont les gens reculaient à leur approche. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle se cacha derrière l'étal de Madame Ama et écouta. « Nous cherchons un enfant disparu », disait l'un des hommes. « Un petit garçon. Il y a une récompense pour toute information. » La voix de Madame Ama était nerveuse. « Quel genre de bébé? Je veux dire, il y a beaucoup d'enfants dans ce village. Celui-ci serait spécial. Des vêtements coûteux, peut-être des bijoux. La famille est très riche. » Le sang d'Ada se glaça. Elle se rapprocha, restant cachée derrière les étals. Le second homme sortit une affiche et la montra à Madame Ama. Ada ne pouvait pas voir l'image, mais elle vit le visage de Madame Ama pâlir. «
Je n'ai rien vu de tel, bégaya Madame Ama. Mais Ada pouvait dire qu'elle mentait. Tout le village savait pour le bébé maintenant. Les gens chuchotaient à ce sujet depuis des jours, se demandant d'où Maman Gauzy avait eu cet enfant, pourquoi elle et Ada s'occupaient soudain d'un bébé. Alors que les hommes passaient à l'étal suivant, Ada entendit des bribes de leur conversation. Enlevé de la maison de son père. Le chef Lawson est hors de lui. Quiconque cache l'enfant sera arrêté. Ada n'attendit pas d'en entendre plus. Elle courut chez elle aussi vite que ses jambes le pouvaient. Maman. Elle fit irruption par la porte. Maman, ils sont là. Les hommes en costume. Ils le cherchent. Maman Gauzy était en train de nourrir le bébé, et ses mains se figèrent à ces mots. Quels hommes? Ils ont des affiches. Ils interrogent tout le monde dans le village. Ils disent que quiconque la sera arrêté. La bouteille de lait glissa des mains de Maman Gauzy, tombant bruyamment sur le sol. Son visage devint blanc. Mon Dieu! Mon Dieu! Ada, qu'avons-nous fait? Nous l'avons sauvé, protesta Ada. Nous lui avons sauvé la vie, mais ils penseront qu'on l'a kidnappé. Ils penseront que c'est nous qui l'avons pris à sa famille. La voix de Maman Gauzy montait, paniquée. Ada, tu ne comprends pas. Les Lawson ont du pouvoir. Ils peuvent nous faire disparaître. Ils peuvent. Un coup à la porte l'interrompit. La mère et la fille se figèrent. Gauzy, tu es là? C'était Monsieur Chucu, un de leurs voisins. Maman Gauzy enveloppa rapidement le bébé dans une couverture et le tendit à Ada. Cache-le, murmura-t-elle. Dans l'arrière-chambre. Pas un bruit. Ada prit le bébé et se glissa dans la petite pièce de rangement derrière la pièce principale. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Elle entendit sa mère ouvrir la porte. Monsieur Chucu, bonsoir. Gauzy, désolé de te déranger, mais il y a des hommes dans le village. Ils posent des questions sur un bébé disparu. Ils disent qu'il appartient à la famille Lawson. Je vois. Il y eut une longue pause. Puis Monsieur Chucu dit, Gauzy, les gens parlent. Ils disent que toi et Ada vous occupez d'un bébé depuis quelques jours. Un bébé apparu de nulle part. Les gens parlent trop, dit Maman Gauzy calmement. Je ne te juge pas, Gauzy. Tu es une bonne femme. Mais ces hommes, ils ne plaisantent pas. Si tu sais quelque chose sur ce bébé, sois prudente. Après le départ de Monsieur Chucu, Maman Gauzy s'assit lourdement sur son lit, tout son corps tremblant. Ada sortit de la pièce de rangement, le bébé toujours dans ses bras. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Maman Gauzy regarda sa fille, puis le bébé qui les regardait avec des yeux confiants. On va fuir. Cette nuit-là, pendant que le village dormait, Maman Gauzy et Ada firent leurs quelques bagages dans 2 petits sacs. Le bébé était attaché dans le dos de Maman Gauzy dans un porte-bébé en tissu, calme et silencieux, comme s'il comprenait le besoin de discrétion. « Où va-t-on, maman » murmura Ada alors qu'elle se faufilait dans l'obscurité. « Loin d'ici. Très loin. » La voix de Maman Gauzy était tendue. Sa maladie rendait le voyage difficile, mais elle n'avait pas le choix. Elles marchèrent pendant des heures, suivant des sentiers de brousse que Maman Gauzy se souvenait de son enfance. Le bébé dormait paisiblement contre le dos de sa mère, remuant parfois, mais ne pleurant jamais. C'était comme s'il savait qu'elles essayaient de l'aider. Les pieds d'Ada étaient douloureux, ses jambes fatiguées, mais elle ne se plaignit pas. Elle voyait combien chaque pas coûtait à sa mère. La respiration de Maman Gauzy était laborieuse, et elle devait s'arrêter fréquemment pour se reposer. « Maman, peut-être qu'on devrait retourner, » dit Ada lors d'une de leurs pauses. « Peut-être qu'on peut t'expliquer. »« Non, » répondit Maman Gauzy d'une voix ferme. « Ada, tu ne connais pas ces gens comme moi. Ils n'écouteront pas d'explications. Ils supposeront qu'on est coupable et poseront des questions après. Mais on n'a rien fait de mal. Parfois, ça n'a pas d'importance, ma chérie. Parfois, les gens se font une idée sur vous avant même que vous n'ouvriez la bouche. » Elles atteignirent une petite colonie au lever du soleil.
Elle était plus petite que leur village, plus pauvre, mais assez éloignée pour que les nouvelles n'y soient peut-être pas encore arrivées. On va se reposer ici, décida maman Gozi, et décider quoi faire ensuite. Le nouveau village s'appelait Umuna, un endroit où les gens se mêlaient de leurs affaires. Maman Gozi leur trouva une petite chambre à louer chez une vieille veuve nommée Mama Kem, qui posait peu de questions et semblait contente de les laisser tranquilles. Ada racontait à quiconque demandait que le bébé était son petit frère, né juste avant leur déménagement. Les gens acceptaient cette explication sans grand intérêt. Dans un endroit où la survie était la principale préoccupation, un bébé de plus n'était pas particulièrement remarquable. Mais la vie était dure, la santé de maman Gozi empirait, et s'occuper du bébé était épuisant. Ada prenait de plus en plus de responsabilités, travaillant à de petits boulots dans le village pour gagner de l'argent pour la nourriture et les médicaments. Elle balayait les sols pour les commerçants locaux, aidait les femmes avec leur lessive et faisait tout travail qu'elle pouvait trouver. Le bébé, qu'elles avaient commencé à appeler Ama pour éviter les soupçons, était un bon enfant. Il pleurait rarement et semblait comprendre qu'elle faisait de leur mieux. La nuit, quand elle pensait qu'Ada dormait, maman Gozi tenait le bébé et pleurait doucement. Ada savait que sa mère luttait contre plus que sa maladie. La culpabilité de garder l'enfant de quelqu'un d'autre, la peur d'être découverte, le poids des secrets qu'elle portait. Tout cela l'épuisait. Des mois passèrent. La panique immédiate s'était estompée, et personne n'était venu les chercher à Umuna. Mais Ada voyait que sa mère mourait. Pas seulement de sa maladie, mais de l'intérieur. Un soir, alors qu'elles étaient assises près de leur petit feu, maman Gozi parla soudain. « Je ne peux plus vivre comme ça, Ada. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Cet enfant, il n'est pas à nous. Il a un père qui doit être mort d'inquiétude pour lui. Et nous vivons un mensonge. » Ada sentit sa poitrine se serrer. « Mais maman, on l'aime, et il nous aime. Ça ne suffit pas ? » L'amour ne suffit pas toujours, ma chérie. Parfois, faire ce qui est juste signifie renoncer à ce qu'on veut le plus. Maman Gozi tendit la main et prit celle d'Ada. J'ai décidé. Nous allons à Lagos. Nous allons trouver Jacques Lawson et rendre son fils. Les yeux d'Ada se remplirent de larmes. Mais maman, et s'il nous arrête ? Et s'il pense qu'on l'a kidnappé ? Alors on fera face. Mais je ne peux pas mourir en sachant que j'ai empêché un homme de retrouver son enfant. Je ne peux pas te laisser ce fardeau. Le lendemain matin, maman Gozi commença les préparatifs pour leur voyage à Lagos. Elle vendit le peu qu'elles avaient pour acheter des billets de bus et des fournitures pour le bébé. Ada regardait sa mère avec le cœur lourd. Elle comprenait intellectuellement que rendre Ama à son père était la bonne chose à faire, mais émotionnellement, l'idée de l'abandonner lui donnait l'impression qu'on lui arrachait le cœur. « Maman, et si son père ne veut pas de lui ?» demanda Ada alors qu'elle faisait leur bagage. « Que veux-tu dire ? » « Eh bien, si quelqu'un l'a kidnappé, peut-être que son père ne voulait pas de lui au départ. Peut-être que c'est pour ça qu'il a été abandonné. » Maman Gozi s'arrêta dans ses préparatifs. « Ada, aucun parent ne jette son enfant. Quelqu'un d'autre a fait ça. Quelqu'un qui voulait faire du mal à Jacques Lawson en lui prenant ce qui comptait le plus pour lui. Comment le sais-tu ? Parce que je l'ai connu autrefois. Et quoi qu'il soit d'autre, ce n'est pas un homme qui abandonnerait son enfant. » Ada hocha la tête, mais elle n'était pas convaincue. Les histoires qu'elle avait entendues sur les Lawson les décrivaient comme des gens sans cœur, ne se souciant que de l'argent et du pouvoir. Comment quelqu'un comme ça pourrait-il vraiment aimer un enfant ? La veille de leur départ, Ada serra Ama contre elle, mémorisant chaque détail de son petit visage. Il était plus grand maintenant, en meilleure santé, plus alerte. Quand il lui souriait, son cœur se brisait un peu plus. « Je suis désolée, petit, » murmura-t-elle. « Je suis désolée qu'on ne puisse pas te garder, mais peut-être que ton vrai père t'aimera comme tu le mérites. » Ama gazouilla doucement et tendit la main pour toucher son visage avec sa petite main. On aurait dit qu'il essayait de la consoler. Lagos était écrasant. Le bruit, la foule, les immenses bâtiments, c'était comme rien de ce qu'Ada avait jamais vu.
Elle tenait fermement la main de sa mère alors qu'elle naviguait dans les rues animées, Ama bien attachée contre la poitrine de maman Gozi dans son porte-bébé. Trouver le manoir des Lawson ne fut pas difficile. Tout le monde savait où vivaient les familles riches, et le domaine des Lawson était légendaire pour sa taille et sa grandeur. Devant les énormes grilles, Ada se sentit plus petite qu'elle ne l'avait jamais été. La maison au-delà des grilles ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées, immense, blanche, avec des jardins impeccables et des fontaines. Il était difficile de croire que de vraies personnes vivaient dans un tel endroit. « Maman, j'ai peur », murmura Ada. Maman Gozi serra sa main. « Je sais, ma chérie. Moi aussi, j'ai peur. Mais on fait ce qui est juste. » Les gardes de sécurité à la grille les regardèrent avec suspicion. 2 femmes pauvres et un bébé devant la grille de l'une des familles les plus puissantes du Nigeria, c'était clairement inhabituel. « Que voulez-vous » demanda l'un d'eux grossièrement. Maman Gozi redressa les épaules. « Je dois parler à monsieur Jacques Lawson. C'est à propos de son fils. » Les gardes échangèrent un regard. « À propos de son fils. J'ai des informations sur le bébé qui a été kidnappé. J'ai le bébé. » L'effet fut immédiat. Un garde aboya des ordres dans sa radio tandis que l'autre s'avança menaçant. « Vous êtes les kidnappeurs. » Sa main se dirigea vers son arme. « Non, non, nous ne sommes pas des kidnappeurs. Nous avons trouvé le bébé. Nous nous sommes occupés de lui. Nous sommes venus pour le rendre. » Mais les gardes n'écoutaient pas. En quelques minutes, des voitures de police arrivèrent, et Ada regarda avec horreur sa mère être menottée. « Maman !» cria-t-elle alors qu'on lui passait aussi les menottes. « Ça va, ma chérie » dit maman Gozi, bien que des larmes coulaient sur son visage. « Ça va. On a fait ce qui était juste. » Alors qu'on les conduisait à travers les grilles du manoir, Ada aperçut le luxe à l'intérieur. Des sols en marbre, des lustres en cristal, des domestiques en uniforme. C'était comme entrer dans un autre monde. On les emmena dans une petite pièce de sécurité et on les laissa attendre. Ama commença à pleurer, effrayée par tout ce remue-ménage, et le cœur d'Ada se brisa à ce son. « Chut, petit » murmura-t-elle. « Ça va. On va trouver ton papa. » La porte s'ouvrit avec une telle force qu'Ada sursauta. Un homme grand, en costume coûteux, entra à grands pas, le visage sombre de colère. Ada sut immédiatement que c'était Jacques Lawson. Il avait une présence qui remplissait la pièce. « Où sont-ils » demanda-t-il. « Où sont les gens qui ont pris mon fils ?» Ses yeux se posèrent sur maman Gozi et Ada, et son expression devint encore plus orageuse. « Vous, » dit-il en pointant maman Gozi. « Vous êtes ceux qui ont kidnappé mon enfant. » Mais ensuite, son regard tomba sur le bébé dans les bras d'Ada, et tout changea. Son visage devint complètement blanc, et il recula en titubant comme s'il avait été frappé. « Mon Dieu » murmura-t-il. « David, mon fils. » Le nom frappa Ada comme un coup physique. David. Le vrai nom du bébé était David. Jacques s'avança lentement, les mains tremblantes. « Est-ce qu'il va bien? Est-il blessé? » « Il va bien, » dit Ada doucement. « Nous nous sommes occupés de lui. » Les yeux de Jacques se remplirent de larmes en regardant son fils. « David. Oh, David. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. » C'est alors qu'une femme entra dans la pièce, élégamment vêtue, avec des yeux durs et un sourire froid. Ada la détestait instinctivement. « Jacques, que fais-tu » dit la femme. « Ces gens sont des criminels. Ils ont kidnappé notre fils. » « Notre fils. » La voix de Jacques était tranchante. « Hélène, David n'est pas ton fils. Tu l'as bien fait comprendre quand Clara l'a ramené à la maison. » Le visage d'Hélène rougit. « J'étais bouleversée. Je ne voulais pas. Tu m'as dit que tu ne voulais plus jamais le voir. Tu disais qu'il était un rappel de ma trahison. » Ada observa cet échange avec une confusion croissante. Qui était Clara? Et pourquoi la femme de Jacques semblait-elle si en colère à propos du bébé? Ça n'a rien à voir,
continua Hélène. Ces gens sont des criminels. Ils devraient être en prison. En fait, dit Jacques lentement, les yeux fixés sur maman Gauzy, je pense qu'ils pourraient être des héros. Au cours des heures suivantes, la vérité commença à émerger. Jacques avait engagé des détectives privés pour retrouver son fils, et ils avaient découvert une conspiration terrifiante. Ada était assise dans le bureau de Jacques, tenant David pendant que les adultes parlaient. Le bébé semblait reconnaître son père et tendait les bras vers lui, ce qui faisait monter les larmes aux yeux de Jacques à chaque fois. « Nous avons retrouvé ton frère, Hélène, » dit Jacques, la voix mortellement calme. « Nous avons retrouvé Samuel, et il nous a tout raconté. » Le visage d'Hélène pâlit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Il nous a dit comment tu l'as payé pour prendre David, comment tu lui as ordonné de se débarrasser de mon fils. » Ce n'est pas vrai. Il nous a montré les messages, Hélène. Les virements d'argent, tout. Jacques se tourna vers maman Gauzy, son expression s'adoucissant. Ma femme ne pouvait pas accepter que j'ai un fils avec une autre femme, alors elle a décidé d'éliminer le problème. Ada se sentit malade. Vous voulez dire qu'elle a essayé de le tuer? Pas directement. Elle a fait emmener David loin de la gosse par son frère et l'abandonner, en espérant qu'il ne survive pas. Le masque soigneusement composé d'Hélène se fissura enfin. Tu as amené cette femme dans notre maison, cria-t-elle. Tu as affiché ton aventure, ton enfant illégitime devant moi. Je t'ai tout donné, et tu m'as humilié. Alors tu as essayé de tuer un bébé innocent. Je n'ai pas essayé de tuer qui que ce soit. Je voulais qu'il disparaisse. Je voulais qu'il sorte de nos vies. La pièce devint silencieuse. Même Hélène sembla réaliser ce qu'elle venait d'avouer. La voix de Jacques était glaciale. Tu as tué Clara, n'est-ce pas? Après qu'elle a ramené David à la maison, tu l'as tué. Le silence d'Hélène fut une réponse suffisante. Sécurité, appela Jacques, appelez la police. Je veux que ma femme soit arrêtée pour meurtre et tentative de meurtre. Alors qu'Hélène était emmenée, criant toujours sur la trahison et l'humiliation, Jacques se tourna vers maman Gauzy. Je suis tellement désolé, dit-il. Je suis tellement désolé. Vous avez sauvé la vie de mon fils, et je vous ai fait arrêter. Maman Gauzy, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de l'épreuve, parla enfin. J'ai travaillé dans votre maison autrefois, monsieur Lawson, il y a de nombreuses années. Je sais de quoi votre femme était capable. Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux de Jacques. Gauzy, la petite Gauzy qui aidait à la cuisine. Oui, monsieur. Mais vous n'étiez qu'une enfant quand vous travailliez ici. Que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous parti? La voix de maman Gauzy n'était qu'un murmure. Votre femme m'a accusé d'avoir volé ses bijoux. Je ne l'ai pas fait, mais personne n'aurait cru une pauvre domestique contre la maîtresse de maison. Jacques ferma les yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû savoir. J'aurais dû vous protéger. Ça n'a plus d'importance maintenant, dit maman Gauzy. Ce qui compte, c'est que votre fils est en sécurité. Le stress et l'effort du voyage à Lagos avaient eu raison de maman Gauzy. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis que Jacques avait insisté pour qu'elles utilisent, elle s'effondra. Ada se réveilla en trouvant sa mère luttant pour respirer, son visage gris de douleur. « Maman, maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Jacques apparut dans l'embrasure, attiré par les cris d'Ada. Il jeta un coup d'œil à maman Gauzy et appela immédiatement son médecin personnel. « Elle est très malade, » dit le médecin après l'avoir examinée. « Ses poumons sont gravement endommagés. Elle a besoin d'un traitement immédiat. » Jacques n'épargna aucune dépense. Il fit transférer maman Gauzy dans le meilleur hôpital de Lagos avec les meilleurs médecins que l'argent pouvait acheter. Mais même avec toute sa richesse et son pouvoir, il n'y avait qu'un certain nombre de choses possibles. Ada passait chaque instant possible au chevet de sa mère, lui tenant la main et parlant de tout et de rien. David, qui semblait sentir que quelque chose n'allait pas, était inhabituellement calme. « Ada,
murmura maman Gauzy un soir, je dois te dire quelque chose. Garde tes forces, maman. Non, écoute. Je dois que tu comprennes pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai amené David ici. Ada se pencha plus près. J'ai perdu ma chance d'avoir une famille autrefois. Quand j'étais jeune, je pensais que peut-être monsieur Jacques et moi, mais sa femme a veillé à ce que ça n'arrive jamais. Elle a détruit toute chance de bonheur, ma chérie. Mais je ne voulais pas détruire la sienne. David mérite de connaître son père. Et toi, tu mérites mieux que la vie que je pouvais te donner. Je ne veux pas d'une vie meilleure. Je te veux, toi. Maman Gauzy sourit tristement. Je sais, ma chérie, mais parfois l'amour signifie lâcher prise. Elle serra la main d'Ada. Monsieur Jacques est un homme bon. Il prendra soin de toi et de David. Et peut-être que tu auras la famille que je n'ai jamais pu te donner. 3 jours plus tard, maman Gauzy s'éteignit paisiblement dans son sommeil, Ada tenant une de ses mains et Jacques l'autre. Les funérailles furent magnifiques. Jacques insista pour avoir le meilleur de tout. Des fleurs, de la musique, une cérémonie qui honorait la mémoire de maman Gauzy et son sacrifice. Tout le village d'Umuna vint rendre hommage, et même des gens de leur village d'origine firent le voyage. Ada se tenait à côté de Jacques alors qu'on descendait sa mère dans la terre, des larmes coulant sur son visage. David était dans ses bras, calme et solennel, comme s'il comprenait la gravité du moment. C'était une héroïne, dit Jacques doucement. Elle a sauvé la vie de mon fils et n'a rien demandé en retour. Après les funérailles, Jacques tint une conférence de presse. Il se tint devant les caméras et les journalistes et raconta la vérité sur le crime d'Hélène, sur le rôle de Samuel dans l'enlèvement, sur le sacrifice de maman Gauzy. Cette femme, dit-il en montrant une photo de maman Gauzy, a sauvé la vie de mon fils. Elle était pauvre. Elle était malade. Et elle avait peur. Mais elle a fait ce qui était juste. Elle a ramené David à moi. Il s'éclaircit la gorge, la voix lourde d'émotion. Ma femme et son frère ont été arrêtés pour meurtre et tentative de meurtre. Ils feront face à toute la rigueur de la loi, mais aucune punition ne peut défaire la douleur qu'ils ont causée ou ramener les vies qu'ils ont prises. L'histoire domina les nouvelles pendant des semaines. L'opinion publique était massivement du côté de maman Gauzy. Elle fut saluée comme une héroïne, une femme qui avait tout risqué pour sauver un enfant innocent. Hélène et Samuel furent condamnés à la prison à vie. Le divorce de Jacques fut rapidement finalisé, et il fit clairement savoir qu'il ne voulait plus jamais revoir son ex-femme. « Tu n'as pas à rester dans les quartiers des domestiques, » dit Jacques en montrant à Ada et David le manoir. « Tu peux avoir la chambre que tu veux. C'est chez toi maintenant. » Ada regarda autour d'elle les environs opulents, luttant encore à croire que c'était réel. « Je ne sais pas, monsieur Jacques. Cet endroit est si grand, si chic. Je ne suis qu'une fille de village. » « Tu es la fille qui a aidé à sauver mon fils, » dit Jacques fermement. « Tu es la fille de la femme qui a donné sa vie pour protéger David. Tu as ta place ici. » Ada choisit une chambre près de la nurserie, voulant rester près de David. Elle était plus grande que toute la maison qu'elle avait partagée avec sa mère, avec sa propre salle de bain et une vue sur les jardins. Les premières semaines furent difficiles. Ada se sentait déplacée parmi les domestiques et le luxe. Elle était habituée à travailler pour tout ce qu'elle avait, et maintenant elle avait plus que ce dont elle avait jamais rêvé. Mais peu à peu, elle commença à s'adapter. Jacques était patient et gentil, ne la faisant jamais se sentir comme un fardeau. Il engagea des tuteurs pour poursuivre son éducation et s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Plus important encore, il la laissa continuer à s'occuper de David. Le bébé s'était attaché à elle pendant les mois passés ensemble, et il était clair qu'il la voyait comme sa sœur, sinon sa mère. « Tu es la seule mère qu'il ait jamais connue, » dit Jacques un soir alors qu'il regardait David jouer avec ses jouets. « Je ne veux pas changer ça. »« Mais je ne suis qu'une enfant moi-même, » protesta Ada. « Tu es plus sage que ton âge. Ta mère t'a bien élevée. » Ada sourit tristement. Elle l'a fait, n'est-ce pas? Au fil des mois, Ada remarqua des changements chez Jacques.
L'homme dur et concentré sur les affaires qu'elle avait rencontrées au début s'adoucissait. Il passait plus de temps à la maison, plus de temps avec David, et de plus en plus de temps avec elle. « Parle-moi de ta mère », dit-il un soir alors qu'ils étaient assis dans le jardin, regardant David ramper sur une couverture. Les yeux d'Ada se remplirent de larmes, mais c'étaient de bonnes larmes. C'était la personne la plus forte que je connaissais. Même quand elle était malade, même quand nous n'avions rien, elle n'a jamais abandonné. Elle trouvait toujours un moyen d'améliorer les choses. Elle semble merveilleuse. Elle l'était. Elle aurait aimé voir David ici, en sécurité et heureux. Elle s'inquiétait tellement pour lui. Jacques resta silencieux un moment. « Ada, j'espère que tu sais que tu n'es pas ici juste à cause de David. Tu es ici parce que tu es de la famille maintenant. De la famille. Ta mère a sauvé mon fils, mais toi, tu m'as sauvé. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, ce que signifie le sacrifice. » Ada rougit. « Je ne comprends pas. J'ai été entourée toute ma vie de gens qui voulaient quelque chose de moi. De l'argent, du pouvoir, du statut. Mais toi et ta mère, vous ne vouliez rien. Vous vouliez juste faire ce qui était juste. » Il tendit la main et prit la sienne. « Je sais que tu es jeune, et je sais que ça peut sembler étrange, mais je t'aime, Ada, pas seulement comme la gardienne de David, mais comme une fille. Tu m'as donné une famille que je ne savais pas vouloir. » Les larmes d'Ada débordèrent. « Je t'aime aussi, Monsieur Jacques. Tu m'as donné un foyer quand je pensais avoir tout perdu. Alors nous sommes une famille. Une vraie famille, et les familles prennent soin les unes des autres. » Un an après la mort de Maman Gauzy, Jacques organisa une petite réunion dans les jardins du manoir. Ce n'était pas vraiment une fête, mais une célébration de la famille, de l'amour, des secondes chances. Ada, maintenant âgée de 13 ans et plus confiante qu'elle ne l'avait jamais été, s'assit à côté de Jacques alors qu'il s'adressait au petit groupe d'amis et de personnel rassemblés. « Il y a un an, je pensais avoir tout, » commença Jacques. « J'avais de l'argent, du pouvoir, une belle maison, mais j'étais vide à l'intérieur. J'avais perdu mon fils, et je ne le savais même pas. » Il baissa les yeux sur David, qui était assis sur les genoux d'Ada, babillant joyeusement. Puis deux femmes remarquables sont entrées dans ma vie, Maman Gauzy et Ada. Elles n'avaient rien. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas d'influence. Mais elles avaient quelque chose que j'avais perdu. De la compassion, de l'amour, le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. La voix de Jacques se chargea d'émotion. Maman Gauzy a donné sa vie pour sauver mon fils. Elle l'a ramené à moi alors qu'elle aurait pu le garder pour elle. Elle m'a appris que la véritable force n'est pas d'avoir du pouvoir sur les autres. C'est d'utiliser le pouvoir qu'on a pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Il regarda Ada, et elle vit des larmes dans ses yeux. « Et Ada m'a appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. C'est une question d'amour. C'est se présenter tous les jours pour les gens qui comptent le plus. » Jacques se leva et leva son verre. « Alors, ce soir, je veux faire une annonce. J'adopte officiellement Ada comme ma fille. Elle sera la sœur de David dans tous les sens légaux et émotionnels. Et ensemble, nous allons construire le genre de famille dont Maman Gauzy aurait été fière. » La petite foule applaudit, et Ada sentit son cœur gonfler de bonheur. Elle baissa les yeux sur David, qui tendait la main pour toucher son visage avec ses petites mains potelées. « Tu as entendu, petit frère ?» murmura-t-elle. « On est une famille maintenant. Une vraie famille. » Jacques se rassit à côté d'elle et passa son bras autour de ses épaules. « Ta mère serait fière, » dit-il doucement. « Je sais, » répondit Ada. Elle disait toujours que l'amour trouve un chemin. Je suppose qu'elle avait raison. Alors que la soirée avançait et que les invités commençaient à partir, Ada se retrouva seule avec Jacques et David dans le jardin. Le bébé s'endormait, et Jacques le tenait près de lui. « Monsieur Jacques, » dit Ada. « Juste Jacques, ma chérie, ou papa, si tu te sens à l'aise avec ça. » Ada sourit. « Papa, j'aime ça. » Elle marqua une pause. « Papa,
Tu penses que maman peut nous voir maintenant? Jacques leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Je pense qu'elle peut, et je pense qu'elle est heureuse. Moi aussi, je pense. David s'était endormi dans les bras de Jacques, et Ada tendit la main pour caresser ses cheveux doux. La médaille dorée qui avait déclenché tout ce voyage était maintenant encadrée dans la nurserie de David. Pas comme un symbole de richesse ou de pouvoir, mais comme un rappel de l'amour qui les avait tous réunis. Nous sommes venus ici pour rendre un bébé, dit Ada doucement, faisant écho aux mots qui avaient toujours été dans son cœur. Mais nous avons trouvé une famille. Jacques sourit et la serra plus près. Oui, c'est vrai. Nous nous sommes trouvés. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin paisible, entourés du luxe qui avait autrefois semblé si étrange et effrayant, Ada réalisa que sa mère avait eu raison sur tout. L'amour avait trouvé un chemin. Il les avait conduites à travers les forêts les plus sombres, sur des sentiers dangereux, et au cœur de leur plus grande peur. Mais il les avait aussi ramenées chez elle. Le petit bébé qui avait été jeté comme un déchet dormait maintenant paisiblement dans les bras de son père, en sécurité et aimé. La femme malade qui avait tout sacrifié pour un enfant qui n'était pas le sien avait trouvé sa propre forme d'immortalité dans la famille qu'elle avait aidé à créer. Et la jeune fille effrayée du village qui avait suivi son cœur dans l'inconnu avait découvert que parfois, les endroits les plus inattendus peuvent devenir un foyer. Sous les étoiles, avec la respiration douce de David comme seul son dans le jardin paisible, Ada murmura une prière de gratitude à sa mère. Ils avaient commencé ce voyage avec rien d'autre que l'amour, et d'une manière ou d'une autre, cela avait suffi à tout changer. Le lion avait trouvé sa famille, et sa famille avait trouvé son chemin de retour. Cette histoire nous rappelle qu'on ne sait jamais qui lutte silencieusement contre une bataille difficile. Soyez bienveillants. La femme qui lutte pour mettre de la nourriture sur la table pourrait s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. La fille qui fait des petits boulots dans le village pourrait porter des fardeaux bien plus lourds que ses années. La personne qui semble n'avoir rien pourrait être celle qui a le plus grand cœur. Dans un monde qui célèbre souvent le pouvoir et la richesse, le véritable héroïsme vient parfois enveloppé dans un tissu humble, marchant pieds nus à travers la forêt, ne demandant rien d'autre que la chance de faire ce qui est juste.